Alors, troisième partie maintenant, je est un autre, la révolution du métaverse. Alors, pour nous parler de ce futur qui est déjà présent aujourd'hui, on va avoir deux intervenants. Valentin Auvinet est un entre- et intrapreneur dans la tech. Après des expériences internationales aux USA et au Japon, il est désormais en charge du sujet Web3 pour Decathlon, qui offre de nombreuses perspectives, aussi bien sur les univers 3D que la blockchain, par exemple. L'objectif étant de trouver de nouveaux leviers de croissance pour le groupe et de lancer des projets stratégiques. À ses côtés, il y aura Pascal Guiton, qui est professeur émérite à l'Université de Bordeaux, où il a été enseignant-chercheur de 1984 à 2021. Il a travaillé dans plusieurs domaines de recherche, parmi lesquels la réalité virtuelle et l'interaction humain-machine. On est encore toujours dans ces sujets. De 2005 à 2011, membre fondateur, administrateur, puis président de l'Association française de réalité virtuelle, réunissant les acteurs tant académiques que du monde de l'entreprise. Il est l'un des 3 coéditeurs d'un ouvrage rédigé par une trentaine d'experts français, que je vous conseille, sur les principaux développements des 10 dernières années en réalité virtuelle et augmentée, et qui propose une vision pour la décennie à venir, ce qui aujourd'hui est quand même très courageux d'oser proposer une vision dans le monde qui bouge si vite. De 2010 à 2014, il a été directeur de la recherche d'INRIA. Donc j'appelle donc nos speakers, et Géraldine qui est déjà restée là, mais nos 2 speakers à nous rejoindre, et je vous laisse la place. Merci à vous, messieurs. Bonjour à tous les deux, on va sortir un petit peu de ces capacités émotionnelles, mais on va en parler aussi dans le métavers, c'est important. Le métavers, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est le fameux univers parallèle que la science-fiction nous montre depuis plusieurs dizaines d'années maintenant? Est-ce que le futur va se résumer à des avatars pixelisés? On va en parler. Peut-être je me fais la porte-parole de ceux qui n'oseront peut-être pas s'exprimer au départ, mais est-ce qu'on peut définir en des termes très simples ce qu'est le métavers pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde dans cette discussion? Peut-être Pascal pour commencer? Oui, volontiers, puis Valentin complétera. Donc, en fait, c'est un terme qu'on utilise, qu'on entend énormément depuis 1 an et demi à peu près, depuis l'annonce de Zuckerberg. Et ça désigne en fait un ensemble d'environnements virtuels collaboratifs. Environnement virtuel, ça veut dire qu'on se connecte sur un service et on se retrouve plongé dans un monde qui peut être une représentation du monde réel, ça peut être une partie du quartier dans lequel on est par exemple, ou bien un quartier complètement imaginaire d'une planète avec des lois particulières. Bref, on est dans un environnement et des décors avec d'autres éléments qui vont bouger, donc qu'on va qualifier d'avatar pour représenter une personne. Et dans ce monde, on va pouvoir avoir un certain nombre d'interactions. La première étant de se déplacer, de naviguer, d'explorer finalement cet environnement virtuel. Et puis ensuite, un certain nombre d'interactions qui vont dépendre de la nature du métavers. Donc on y reviendra et Valentin aura des exemples concrets, mais ça peut être pour faire du commerce, ça peut être pour rencontrer des gens, pour se former, pour voyager. Bref, il y a une très très grande variété, diversité d'utilisations possibles. Et pour terminer cette première description plutôt que définition rapide, ce qui est important me semble-t-il, c'est que cet environnement, donc, il est permanent. Ça veut dire que quand je me déconnecte, quand je sors de ce service, de ce logiciel, les choses évoluent et quand je me reconnecte, eh bien, il y a des choses qui ont été différentes. Et donc, si parmi vous, il y a des joueurs, on est complètement dans l'univers du jeu vidéo où la plateforme, elle évolue, ce qui, on y reviendra à la fin, est un des facteurs d'addiction. Qu'est-ce que j'ai loupé pendant que je n'étais pas connecté? Donc cet univers est permanent. Et puis pour terminer, pour faire la différence finalement avec les environnements virtuels collaboratifs qui existent depuis très longtemps, on y reviendra, il n'y a pas de disruption dans tout ça. Il y a un certain nombre de mécanismes que l'on connaît bien maintenant qui vont permettre de certifier les achats. Donc je pense aux chaînes de blocs, je pense aux fameuses NFT dont on parle beaucoup, qui sont des mécanismes qui vont permettre de sécuriser un certain nombre d'actes commerciaux. Mais je pense que Valentin sera plus précis et pertinent que moi pour en parler sans doute. Non, très très bien résumé. Juste pour info, le terme il est dans un livre de Neil Stephenson que je vous conseille pas du tout parce qu'il est super nul. Comme ça, vous avez gagné du temps. Qui s'appelle Le Samouraï virtuel. Et c'était le premier à avoir fait un univers numérique comme ça,
qui est revenu hyper fort forcément avec l'annonce de Zuckerberg quand il y a une holding comme Facebook qui change de nom pour attribuer ce marché-là. Et après, il y a Second Life aussi que les gens ont beaucoup entendu parler. Donc, pour votre info, Second Life n'est pas mort. Ils font quand même 60 millions de dollars par mois. Donc, pour une entreprise qu'on dit morte, c'est plutôt pas mal. Et après, il y a plein de nouveaux acteurs. Et Second Life, tu peux rappeler la date, ça date 2003. Voilà. Donc juste pour dire pas que tout à fait récent. Juste pour dire que la disruption qui est annoncée par Zuckerberg était plutôt un écran de fumée pour masquer les pertes de Facebook à ce moment-là, mais que la notion existe et le produit existe depuis très longtemps. Exactement. Et il y a aussi le fait de l'arrivée du masque de réalité virtuelle. Alors les métavers, c'est pas forcément avec un masque comme dans le film de Steven Spielberg. C'est aussi un téléphone, un mobile. Mais là, celui de Facebook, vu qu'ils ont la marque Oculus, fait qu'ils ont un accès, on va dire, encore plus immersif. Il y avait le côté émotionnel dont on parlait qui est encore plus fort via un masque. Et aussi, eux, c'est un levier pour vendre cette techno-là. Alors on a bien compris que c'est l'annonce de Facebook qui a en quelque sorte lancé peut-être les hostilités, mais vous l'avez dit, Second Life, Minecraft, le jeu vidéo utilise finalement ce qu'aujourd'hui on appelle le métavers depuis très très longtemps. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement aujourd'hui, ces derniers mois, autour de cette notion-là ? Je veux bien risquer des hypothèses, puisqu'il n'y a pas d'explication unique et acceptée par tout le monde, et je suis sûr que Valentin l'aura lui aussi, parce que Zuckerberg, parce que Facebook. Et quand Facebook, dans le monde numérique, lève le petit doigt en disant c'est vers là il faut aller, j'allais dire tout le monde, non peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens y vont. Et c'est un des problèmes des métavers qu'on peut directement identifier, c'est qu'il y a un très grand nombre de projets, et donc les chiffres en termes de milliards de dollars, on peut voir des articles et des sommes, il y a des tas d'évaluations, personne ne sait véritablement, mais des sommes considérables qui sont utilisées, dépensées pour développer des systèmes de type métavers dans les entreprises, donc suite à cette annonce de Facebook. Et le problème, c'est que parmi les gens qui dépensent beaucoup d'argent, il y en a un grand nombre qui ne savent pas pourquoi ils y vont, autrement que il faut y aller parce qu'on va louper quelque chose. On a loupé Internet, il ne faut pas qu'on loupe le métavers. Et c'est vraiment aussi basique que ça. Et ça, c'est bien sûr une très mauvaise motivation. Et c'est un problème majeur, à la fois pour les gens qui ont commencé des projets de développement. Et je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, bien entendu. Pas de Décathlon en tout cas. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas véritablement pourquoi et ce qu'ils vont en faire. C'est le fameux FOMO. Il y a le terme, le Fear of Missing Out, qui est très présent en effet dans beaucoup d'enseignes. Moi, j'ai une vision qui est un petit peu différente. C'est parce qu'il y a un marché, le marché du jeu vidéo, c'est juste un marché colossal. Je crois que c'est 5 fois celui de la musique et du cinéma additionné, pour vous donner. Et c'est aussi où là sont les jeunes. On parlait de Fortnite, par exemple. Fortnite, en permanence, c'est 3 millions de jeunes. Roblox, il y a un Américain sur 2 de moins de 16 ans qui joue à ce jeu-là. Et aujourd'hui, si on veut aller toucher ces gens-là, on ne peut plus faire des pubs à la télé parce qu'ils ne regardent plus la télé. Et donc, c'est aussi de se dire, voilà, comment on peut aller toucher une clientèle beaucoup plus jeune et de les toucher là où ils sont. Et c'est pour ça, même avant l'annonce de Mark Zuckerberg, Microsoft avait racheté un studio qui s'appelle Blizzard, qui fait le jeu World of Warcraft, 63 milliards, je crois, quelque chose comme ça. Ils ont vraiment vu l'intérêt en disant, on doit adresser le marché du jeu vidéo, c'est un marché stratégique. Et après, les géants de la tech ont vu aussi une possibilité de lier ce qu'ils faisaient dans le monde d'Internet avec le monde des jeux vidéo et donc fusionner les deux. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Alors moi, j'ai habité un peu plus de 2 ans en Silicon Valley dans les années 2016. C'était un peu le Graal. C'était un peu le Graal et c'est aussi pour ça qu'il y a eu le film de Steven Spielberg, de se dire comment on pourrait, surtout quand on paye un loyer à 8 000 $, on se dit ce serait quand même pas mal d'être à Dijon. Et de faire la même chose, mais de manière virtuelle. Donc on voit vite des intérêts comme ça et comment on peut rassembler des gens. Ça, vous mettez le doigt aussi sur un contexte peut-être qui a favorisé cet essor du métavers. On a quand même connu la pandémie, les confinements. C'est peut-être quelque chose qui aurait été moins envisageable avant ces périodes-là qui ont favorisé les usages numériques. Alors moi j'ai une chance, j'ai pas vécu de confinement, j'habitais au Japon, donc il n'y a pas eu de confinement, je suis rentré juillet de l'année dernière. Par contre, sur cette période-là, on voit que le nombre de joueurs, il a été décuplé. Et ça c'est certain, et c'est pareil pour la crypto-monnaie. Alors moi je m'occupe aussi de la crypto-monnaie et de la blockchain chez Decathlon.
on se rend compte que le vraie explosion du Bitcoin à 66 000 $ était parce que les gens s'ennuyaient, ils ont vu qu'il y avait quelque chose pour s'occuper, et donc derrière ça. Donc c'est aussi qu'il y avait l'ennui qui était lié en disant qu'est-ce que je vais faire. C'est pareil, les jeux vidéo, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de connectés pendant ces périodes-là. Et c'était un vrai levier, en effet. Alors finalement, c'est la question à plusieurs milliards en fonction de comment on évalue le marché. Qu'est-ce qu'elles attendent les entreprises du métavers? Est-ce que c'est uniquement pour aller pister les futurs clients, les jeunes qui viendront consommer? Est-ce que ça permet aussi de réinventer la relation avec les clients déjà existants des marques? Alors, moi, je parlais dans le cadre de Decathlon. En fait, on a appris par nous-mêmes parce que on a sorti une collaboration sur un jeu de tennis de table en VR qui s'appelle Even Table Tennis. Et le jeu est tellement proche de la réalité que l'équipe de France de tennis de table s'entraîne sur ce jeu-là. Que sur le top 100, il y a 98 joueurs qui sont pros dans la vraie vie. Donc le jeu est tellement proche de la réalité que nous, on s'est posé la question en disant est-ce que chez Decathlon, dans 3 ans, on va continuer à vendre des tables? Parce que le fait d'avoir un masque permet de ne pas avoir une table à stocker, ça coûte cher. Le fait d'être aussi online permet d'avoir en temps réel des gens du même niveau, d'avoir des championnats du monde. Et donc on s'est vraiment posé la question en disant ben voilà, là il y a des nouveaux usages qui arrivent, qui nous impactent directement en fait. Là c'était vraiment un constat. Et donc moi j'ai plutôt pris le positionnement en disant comment on peut amener le sport dans ces univers virtuels. On parlait de Fortnite, Roblox. Aujourd'hui c'est des plateformes où on est assis derrière un écran. Et moi je suis plutôt venu en disant est-ce que Decathlon ne va pas vous permettre de faire du sport physiquement pour jouer à ces jeux-là? Donc c'est plutôt un positionnement un peu différent. Mais c'est stratégique. En effet, c'est stratégique. Et aujourd'hui, il y a une multitude de sports réalisables. Ça part du parapente, pour ceux qui n'ont jamais fait de parapente. Il y a de la voile, il y a de l'escalade. Il y a vraiment beaucoup de choses. Du cyclisme également. Et ça rejoint aussi notre enseigne. Par exemple, il y a un jeu de cyclisme qui est connu par tous les cyclistes qui s'appelle Zwift. Aujourd'hui, toute notre gamme de vélos est dispo dans Zwift. C'est un levier de compétitivité économique, ça permet effectivement de créer un avantage compétitif par rapport à des concurrents, ça permet de toucher de nouveaux clients que vous n'auriez pas eu sans ça? Toucher des nouveaux clients, ça c'est certain. Alors dans le domaine du sport, Pascal pourra en parler, il y a beaucoup de gens, Nike qui sort des choses, Adidas qui sort des choses, et ça s'y prête bien. On est aussi dans un secteur qui s'y prête très très bien. Il y a des secteurs qui vont moins se prêter à des expériences. En plus, moi je vise le client final, donc c'est plutôt intéressant qu'il puisse faire de la pratique à domicile. Mais après, je ne sais pas si Pascal est... Oui, donc pour compléter ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a d'autres éléments aussi qui sont importants. Le fait d'être immergé, c'est-à-dire d'avoir un casque, un masque de réalité virtuelle, fait qu'on a ce qu'on appelle un sentiment de présence dans cet environnement virtuel. C'est-à-dire que lorsque l'application est bien réalisée, on a vraiment le sentiment, notre cerveau est trompé, d'être dans un quartier de Paris, sur la Lune, ou je ne sais où, au fond des mers, ou sur une table ping-pong en face de, je ne sais pas quel est le champion actuellement en France. Et le cerveau croit vraiment qu'il est plongé là-dedans. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement utiliser pour des tas d'utilisations, bonnes ou moins bonnes, on pourra en parler après. Et donc ça a un côté très addictif. Parce que lorsqu'on est dans cet environnement, eh bien, on peut peut-être oublier les soucis, on peut peut-être aller visiter un quartier qu'on ne connaissait pas, ou un pays qu'on ne connaissait pas, ou que les conditions sanitaires nous empêchent de visiter. Bref, il y a beaucoup d'addictions, et donc je pense que cette chose-là est importante pour un certain nombre d'entreprises. Un autre point qui est important aussi, c'est le côté profilage. Lorsque on a un utilisateur dans une expérience virtuelle, on sait beaucoup plus de choses qu'un utilisateur sur un site web de vente en ligne, par exemple. On sait comment il va interagir, on sait comment il va choisir un avatar, on sait est-ce qu'il est lent, est-ce qu'il est rapide, est-ce qu'il est plutôt fatigué à telle heure de la journée. Bref, il y a énormément de données, et donc il y a des entreprises qui travaillent beaucoup sur ce profilage parce que ces applications vont permettre de récupérer beaucoup de données. Après, la question sur la qualité et la pertinence, c'est une autre question, mais il y a beaucoup de gens qui étudient aujourd'hui ce que l'on pourrait véritablement faire, et donc je pense que ça, c'est aussi une piste qui intéresse beaucoup d'entreprises. Oui, juste pour compléter, en effet, il y a des boîtes, dont un distributeur connu qui a fait un recrutement dans le métaverse. Alors, il y a le côté risible, graphiquement, qui fait qu'on en a beaucoup parlé. Par contre, après, il y avait en effet le côté data qui était hyper important, et ça permet, par exemple, de mesurer si un candidat va avoir parlé avec d'autres personnes, combien de temps, son temps d'attention vis-à-vis de la personne qui parle.
sa capacité aussi à adopter un nouvel outil, parce que c'était nouveau pour tout le monde. Donc voilà, en fait, c'est des signaux qui sont invisibles au premier regard, par contre, qui derrière a des possibilités multiples. Alors ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de l'utilisation aussi du métavers à l'intérieur de l'entreprise. On voit revenir des salles de réunion virtuelles avec des avatars autour d'une table. Comment est-ce qu'on crée du lien grâce au métavers, y compris à l'intérieur de l'entreprise auprès de ses propres collaborateurs? Alors nous, Est-ce que ça peut être utile? C'est peut-être pas pertinent. On a des salles en full virtuel 3D, on en a quelques-unes. Alors, ça ne remplace pas la visio. La visio est toujours préférée par les utilisateurs, sauf pour les designers. Parce que les designers chez nous, ils travaillent tous sur des logiciels en 3D, et quand ils doivent faire une présentation, ils n'ont pas la capacité de faire manipuler l'objet à quelqu'un. Et le fait de se retrouver dans un univers immersif, accessible via un téléphone, un ordinateur ou un masque, permet aussi aux designers d'importer leurs objets pour que les gens puissent les toucher, les regarder dans tous les angles. Et ça, c'est extrêmement apprécié des designers. Par contre, sur on va dire de la visio plutôt classique, des meetings plutôt classiques, on reste à très très grande partie en visio. Et on observe la même chose dans d'autres industries que Decathlon. Je pense à l'industrie automobile, les satellites, l'aviation. Donc, ils utilisent ces techniques de réalité virtuelle pour la conception depuis des décennies. Et donc là, il y a vraiment une culture qui est développée, une compétence qui est développée depuis longtemps, et donc qui va se développer encore plus. Vous avez en partie répondu à la question, mais est-ce que le métavers est indissociable de la notion de jeu, finalement? On a l'impression que c'est ça la véritable valeur ajoutée pour les entreprises dans leur façon de créer du lien avec leurs clients ou leurs collaborateurs. Je ne suis pas sûr que ce soit une valeur ajoutée. Je pense que c'est plutôt une technologie, une des briques de base sur lesquelles fonctionne le métavers. Pour revenir sur une question que vous posiez tout à l'heure, pourquoi le métavers aujourd'hui? Eh bien parce qu'il y avait un certain nombre de technologies qui étaient matures. Valentin l'a rappelé, quand on a commencé à faire la réalité virtuelle, un casque de réalité virtuelle, ça coûtait plusieurs centaines de milliers de francs à l'époque. Aujourd'hui, on a des casques de réalité virtuelle de très bonne qualité qui sont à quelques centaines d'euros. Donc, à la fois des progrès technologiques, et puis aussi logiciels, puisque derrière tout ça, il y a des logiciels qui se développent, et donc il y a des plateformes de développement qu'on retrouve dans les plateformes de jeux, et puis maintenant qui sortent un peu des plateformes de jeux. Donc il y a toutes ces briques. On a parlé donc des crypto-monnaies, on a parlé des NFT, et un terme qu'on n'a pas utilisé, une expression qu'on n'a pas utilisée, un domaine qu'on n'a pas cité, mais qui est important, ce sont les réseaux sociaux. En fait, les métavers, c'est aussi une façon d'étendre les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que Facebook a perdu beaucoup de connexions? On peut s'interroger sur les concurrents qu'ils ont, qui manipulent plus les réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter. Je pense à des TikTok et des choses comme ça. Et donc, le métavers est vu comme étant une façon d'évoluer, puisque dans ces métavers, il y aura un certain nombre de relations au-delà de l'entreprise. Et donc, c'est évidemment quelque chose vers lequel lorgne Facebook et d'autres entreprises, clairement. Et en effet, de toute façon, aujourd'hui, tout passe par la 3D. Et aujourd'hui, les plus gros acteurs de 3D, c'est la conception et le jeu vidéo. Et donc, forcément, ça passe par là, quoi. Alors, vous en parliez tout à l'heure, de dire qu'il y a des entreprises qui se lancent beaucoup dans le métavers, sans forcément savoir où elles vont, avec quel objectif. Comment est-ce qu'on fait la différence, à la fois en tant que client, mais aussi en tant qu'entreprise qui pourrait travailler sur ces projets-là avec ces entreprises-là? Comment est-ce qu'on arrive à savoir où une entreprise se situe sur ce sujet-là? C'est peut-être plus facile pour moi de répondre que Valentin. Je pense que la réponse, elle n'est pas actuelle, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas véritablement le métavers tel qu'il a été décrit par Zuckerberg. On a un ensemble de systèmes hétérogènes, et ça sera d'ailleurs une question importante, c'est l'interopérabilité de tous ces systèmes-là. Et donc la réponse, ce sera quand on aura les services, le client ou les entreprises pourront juger de ce qu'on leur propose. Est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée ? Est-ce que vraiment je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire, ou les faire différemment, ou les faire de façon moins coûteuse, ou les faire d'une façon moins contraignante? Ou bien est-ce que finalement ça n'est rien de plus qu'une petite couche technologique? Je pense que ça, il faudra le faire en fonction des produits qu'on nous proposera. Aujourd'hui, à part quelques plateformes qui sont principalement des jeux, on l'a déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas véritablement de métavers au sens tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Quel horizon pour les premiers services à haute valeur ajoutée, j'allais dire? Alors nous, on est déjà très contents.
parce qu'après, c'est quel est l'usage qu'on en fait, qu'est-ce qu'on propose à l'utilisateur, et forcément aussi, qu'est-ce que nous, on en récupère pour l'enseigne. Donc on a sorti des chaussures que j'ai mis au pied aujourd'hui, qui étaient vendues en 2008 exemplaires avec un NFT, et le NFT donnait accès à une multitude de services. Et quelque chose qui était énormément apprécié, c'est qu'on l'a fait en collaboration avec un champion du monde de foot freestyle qui s'appelle Céane Garnier. 20 millions de followers, on parlait des réseaux sociaux, donc il avait déjà une très grosse communauté. Et le fait d'avoir un NFT permettait d'avoir 1 heure avec lui, en visio, pour dialoguer avec lui. Donc les fans de foot freestyle étaient hyper contents. C'est comme si on dit à un garçon, tu pourras parler pendant 1 heure à Kylian Mbappé. Il y avait cette partie-là où il y avait un vrai usage. Donc les chaussures, elles sont parties en 2 jours, il n'y en avait plus. Et après, on a ouvert un monde virtuel. Donc on a fait de toutes pièces. Alors on l'appelle Metaverse. Moi, je l'appelle monde virtuel. Qui, à l'intérieur, permet de découvrir les nouvelles collections, mais surtout de voter sur les prochaines collections et de donner son avis. En fait, on a voulu impliquer les gens qui avaient le NFT dans une démarche de co-création pour avoir des feedbacks de gens qui pratiquaient et qui étaient le plus sensibles aux produits de la gamme de foot freestyle. Donc nous, on s'en est servi. Donc il faut savoir qu'il y a eu 70% des gens qui ont visité ce monde-là ont fait un vote sur le prochain Colorama. Donc pour nous, ça a une vraie valeur aussi en tant qu'enseigne, en disant on s'est servi de ce nouveau média, ce nouveau canal, pour obtenir de la data qui venait de nos clients, qu'on n'aurait probablement pas eu avec un email en disant venez voter pour la prochaine collection. Donc nous, c'est aussi ça. Et après, sur le monde sportif, je parlais de Eleven Table Tennis, il y a eu plus d'1 million de quantités vendues, donc c'est aussi des volumes qui peuvent être aussi intéressants pour pratiquer du sport de manière différente sur notre cœur d'activité. Vous parlez de la différence avec un email envoyé. On pourrait imaginer aussi que vous auriez pu ouvrir une boutique éphémère et faire voter les gens directement dans la boutique. Finalement, on en revient à ce dont on parlait au début de la matinée. Ça permet d'enlever les irritants, en quelque sorte, et de faciliter la tâche du client. C'est ça le but ultime? Oui, alors le projet, nous, il était sur toute l'Europe. Donc on avait des clients sur toute l'Europe parce qu'ouvrir un point de vente, on se réserve une zone de chalandise, il faut que les gens se déplacent. Et le foot freestyle, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui en font, mais il y a le futsal aussi qui est dans la même catégorie. C'est peu de gens finalement. C'est pas comparé au vrai football, c'est peu de gens. Donc réussir à les ramener à un seul endroit, c'est compliqué. Tandis que le fait d'avoir un nouveau, on va dire, profiter d'Internet et de cette capacité plus mondiale, finalement permet de toucher beaucoup plus de gens avec à la base le même investissement. Et puis, pardon, juste en 2 mots, et puis créer la notion de communauté. Ah, complètement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et c'est une expression qu'on utilise beaucoup dans le monde du jeu, mais que je suis sûr que tu utilises avec tes équipes. Les gens qui sont connectés appartiennent à un groupe, se reconnaissent plus que des gens qui vont dans un magasin et qui ne se connaissent pas et ne se reverront jamais. Exactement, il y a toute cette notion de communauté qui est hyper forte aussi dans le monde virtuel parce qu'on peut rencontrer des gens. Dans notre monde virtuel, on peut même allumer une webcam, on peut partager des objets. On a laissé ouvert à la communauté ce lieu pour eux, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui était très important. On a ouvert aussi un Discord, donc c'est le nouveau Slack, donc c'est le nouveau Caramel, le chat Caramel, on va dire, pour les plus vieux d'entre nous. Et ça, on s'est rendu compte. Alors, pour l'anecdote, on s'est amusé, on a dit on va utiliser le même pour la communauté NFT et pour les clients Decathlon. Et on s'est vite rendu compte que c'était le choc des 2 mondes. Il y en avait qui ne comprenaient absolument pas de quoi ça parlait, et des autres qui étaient ultra branchés et qui ne comprenaient pas pourquoi ils ne comprenaient pas. Et donc, mais c'est rigolo parce qu'au final, ils ont réussi à créer des relations et on a même vu des events organisés par des gens de cette communauté, sans nous en fait. Ils sont mis des meetings, ils sont allés faire des matchs ensemble. Donc c'est aussi ça, c'est cette capacité à rassembler les gens qui est hyper importante et qu'offre le métaverse de manière beaucoup plus immersive. Et pour l'anecdote aussi, moi je vais de temps en temps dans notre monde virtuel, j'ai rencontré des clients qui étaient beaucoup plus propices à parler. J'ai rencontré une famille espagnole qui était avec leurs enfants à visiter notre monde virtuel et je commence à parler avec eux et ils ont allumé leur webcam, ils m'ont expliqué et donc ça je l'aurais pas eu en magasin. Typiquement je l'aurais pas eu en magasin parce qu'ils étaient dans une démarche de découverte et c'était plus facile de les avoir à ce moment-là. C'est difficile pour une entreprise de naviguer entre le besoin d'individualisation du service, des produits pour chaque client qui a ses propres besoins, ses propres envies. Et de l'autre côté, ce besoin aussi d'appartenir, de se sentir appartenir à une communauté. Comment est-ce qu'on arrive à pondérer les deux finalement? Et bien là, il y a une nouvelle chose qui s'appelle les NFT.
qui est super bien. Donc les NFT, c'est les certificats digitaux de propriété numérique. Et le fait, un NFT, il faut savoir que c'est ouvert, c'est sur une blockchain publique. Donc en fait, quand moi, quelqu'un va se connecter à mon univers virtuel, je suis capable de savoir quel autre NFT il dispose. Et dans le cadre du projet de Céane Garnier, il faut savoir que Céane, il est dans l'équipe Red Bull, qui a également des NFT. Donc aujourd'hui, on peut faire des expériences dédiées aux personnes qui rentrent dans notre monde virtuel, s'ils disposent du NFT de Decathlon pour pouvoir rentrer, et du NFT de Céane Garnier chez Red Bull, pour lui expliquer, en fait, pour lui donner une expérience différenciante. Et ça, c'est une data qu'on n'avait pas avant, en fait, d'aller voir le portefeuille du client en fait, en asset numérique pour lui proposer des expériences dédiées. Et ça nous fait que aujourd'hui, sur un site e-commerce, on fait des tests AB pour répondre à la masse. Et ben en fait, dans le métaverse, on peut faire de l'ultra individualisé, basé sur son expérience passée, sur ce qu'il dispose, et c'est aussi un vrai avantage du métavers. Oui, pour compléter encore, même au-delà de NFT, même si vous n'êtes pas détenteur de NFT, grâce à votre profil, le fournisseur de services peut parfaitement configurer l'environnement dans lequel vous êtes. On pourrait imaginer par exemple une reproduction d'un marché d'un dimanche matin dans lequel vous n'allez trouver que les commerçants chez lesquels vous êtes déjà allé ou qui vous intéressent. Donc en fait, la personnalisation peut se faire aussi visuellement et donc vous pouvez transformer complètement l'aspect de votre magasin, de votre service, parce que vous connaissez votre client et que vous savez lui donner ce qu'il a envie de voir. Alors, on a beaucoup de questions, notamment autour de l'utilisation du métavers qui peut être faite dans d'autres secteurs que le divertissement. On a beaucoup parlé du jeu, du sport. Au-delà d'une entrée par les loisirs, le métavers pour d'autres usages, quels usages dans le domaine bancaire? Alors, je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Est-ce qu'on peut imaginer déjà d'autres services qui vont bien au-delà du divertissement? C'est encore au balbutiement? Oui et non, parce qu'il existe des choses qui ne s'appelaient pas métavers, mais qui étaient déjà dans cet endroit-là. Donc, tout à l'heure, on a parlé du tourisme. Donc, le tourisme virtuel, ça, c'est clairement quelque chose qui va se développer. Donc, à la fois pour les contraintes sanitaires, des contraintes environnementales, la difficulté peut-être à se retrouver à un même endroit. Si on veut faire une réunion de famille, par exemple, ça va être beaucoup plus facile de le faire dans le métaverse et de le faire à un endroit autre que ce qu'on aurait pu faire dans une vraie famille. Donc, tout ce qui va être tourisme en général, c'est important. La formation, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, en tout début, c'est aussi un domaine dans lequel, en réalité virtuelle, on sait former les gens depuis très longtemps. Je pense que l'enseignement supérieur a quelque chose de très intéressant à jouer, pas juste pour y aller en disant on fait des campus virtuels, sans savoir ce qu'on fait dedans, mais en réfléchissant vraiment à l'acte d'enseigner. Là, je crois qu'il y a vraiment des choses qui sont très, très, très intéressantes. Donc le divertissement, on n'y revient pas. On n'a pas parlé du tout de tout ce qui est le soin, la santé. La réalité virtuelle permet beaucoup de choses en termes de diagnostic, en termes de thérapie comportementale, par exemple, pour traiter les phobies. Je prends juste cet exemple très concret dans lequel on pourrait imaginer des choses intéressantes. Bref, j'ai envie de dire, quasiment tous les secteurs d'activité sont potentiellement touchés ou seront potentiellement touchés par ce qui existera, peu importe le nom que ça portera, comme la réalité virtuelle a touché tous les secteurs d'activité. Oui, en effet, il y a, dans l'aéronautique, les formations, avant d'arriver sur l'usine, ils envoient un masque de réalité augmentée pour que les gens puissent se former à domicile. Nous, on y réfléchit aussi pour tout ce qui est montage et réparation, par exemple un vélo. Donc là arrivent les lunettes de réalité augmentée où on vient ajouter du contenu supplémentaire sur ce que vous voyez. Et sur le domaine bancaire, il y a quand même pas mal de choses, parce que dans ces mondes-là, il y a du paiement, tout simplement. Donc il y a un moment où... comme sur le domaine d'Internet, on va passer par ce qu'on appelle les funnels. Il va falloir acquérir de la donnée. Comment on met cette relation de confiance sur les crypto-monnaies, par exemple. Aujourd'hui, il y a la traçabilité de la crypto-monnaie. Par exemple, le gouvernement américain a interdit certains wallets de Bitcoin parce qu'ils obtiennent leur argent de manière illégale. Donc après, on utilise des mixeurs. Enfin, il y a plein de techniques. Mais voilà, par exemple, la traçabilité, c'est un point qui est important. Après, il y en a qui ont fait des incursions. Je pense à JP Morgan dans des Centraland qui n'avaient pas vraiment d'intérêt. Donc, qui n'a pas été hyper bien apprécié à la fois par les gens parce qu'ils sont venus sans vivre une vraie expérience et à la fois par l'enseigne parce que c'était déceptif pour eux, quoi. Donc, et ça coûte cher. Alors, ça coûte cher. Peut-être pas dans ce cas-là. Ça dépend. J'ai envie de dire ça dépend parce que nous, notre monde virtuel qu'on a lancé pour les clients, il faut savoir qu'il nous a coûté de moins de 500 €. Donc voilà, si on veut faire un vrai jeu vidéo, là on parle en millions d'euros. Par contre,
s'appuyer sur des technos existantes pour proposer des choses, on peut parler de centaines d'euros. Par exemple, sortir la chaussure dans Decentraland, ça vaut 70 €. Et après, vous pouvez en émettre. Donc, c'est pas forcément cher, en fait. Alors justement, vu les coûts que vous évoquez, j'imagine que beaucoup dans la salle vont peut-être être intéressés pour lancer leur métavers. Est-ce qu'il y a des risques, des dangers, des points d'attention peut-être sur le coût environnemental, sur les risques d'isolement peut-être de certains utilisateurs, de harcèlement au sein des communautés? Tout ça, comment est-ce qu'on le prend en compte quand on est une entreprise et qu'on doit aussi gérer tous ces aspects-là? Je veux bien commencer. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de risques. La première question, de mon point de vue, c'est l'impact environnemental. Développer ces nouveaux services veut dire acheter de nouveaux matériels. On a parlé de casques virtuels. C'est des choses qu'on n'avait pas de façon classique, c'était réservé aux pros. Si ça devient maintenant le standard, comme maintenant on a tous un smartphone dans la poche, ça va représenter beaucoup de ressources qui sont gaspillées à la fabrication et sur lesquelles, en termes de fin de vie, on ne sait pas comment c'est recyclé. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, quand on utilise tous ces systèmes, la notion de dématérialisation, qui est un leurre total, en fait, des choses de très, très matériel. Il y a des serveurs, il y a des réseaux. Et pour avoir ces expériences immersives, on a besoin d'une qualité d'image qui demande une fréquence d'image assez élevée. C'est plus du double, enfin, c'est une approximation plus du double de ce qu'on fait en vidéo. Si vous regardez les vidéos de chat, vous avez besoin de 20 images par seconde, à la louche, 30 images par seconde. Si vous faites de la 3D immersive, on est plutôt près de 60. Donc ça veut dire beaucoup plus d'utilisation de bandes passantes de réseau, beaucoup plus de serveurs qui vont calculer. Donc tous ces coûts, tous ces impacts ne sont pas véritablement connus, puisque aujourd'hui on ne sait pas véritablement ce qui va sortir et ce qui va exister. Mais ne pas se poser la question en amont, d'abord d'un point de vue citoyen, je trouve ça totalement irresponsable, mais je pense que d'un point de vue entreprise, faites attention, je ne suis pas une entreprise, à ce que votre image ne soit pas attachée dès le début à quelque chose qui va être très négativement connoté. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez difficile et c'est pénible. Quand on regarde un petit peu ce qu'on voit dans les médias, il y a soit les gens qui sont pour en disant voilà, c'est l'avenir de l'humanité, puis les gens qui disent non, ça c'est la fin de l'humanité. Et évidemment, la réponse est entre les deux. Mais ne pas se poser les questions en amont, c'est prendre le risque de retour de bâton qui, à mon avis, peuvent être très mauvais en termes d'image de marque. Je partage complètement. Alors, produire un masque de réalité virtuelle consomme 2 fois plus qu'un téléphone, pour vous donner un ordre d'idée. C'est quelque chose d'hyper important. Après, moi, je crois beaucoup au cloud gaming, donc c'est-à-dire que les calculs sont faits dans des entrepôts dédiés et on utilise de la bande passante. Donc, en effet, ça consomme plus de bande passante, mais à l'inverse, ça évite de changer le matériel. C'est-à-dire qu'un masque que j'ai, il pourrait être une vie complète à la même personne, parce que en fait, finalement, c'est qu'un affichage qui est disponible. Donc c'est quelque chose qui est important. Après, le domaine aussi, il y a des vrais acteurs qui se posent des vraies questions. Il y a des studios de jeux vidéo type Epic Games qui mettent leurs entrepôts, leur data center le plus près d'énergie renouvelable. Et après, il y a aussi tout ce qui se passe au niveau de la blockchain, parce que quand on parle du métaverse, on dit Web3, blockchain. Et sur la blockchain, en effet, le Bitcoin, c'est une aberration, on est d'accord. Après, c'est toujours par rapport à quoi? Parce que ça consomme quand même 62 fois moins que le monde bancaire, pour faire plus ou moins la même chose. Et sur la partie NFT, il y a eu une très belle étape qui a été réalisée la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines déjà maintenant, qui était ce qu'on appelle le merge Ethereum, où la plus grosse blockchain qui fait des NFT a réduit sa consommation de 99,95%. Et aujourd'hui, alors nous, ça a été hyper important dans le choix de notre blockchain NFT. On a pris celle qui polluait, qui consommait la moins. Et un échange de NFT qu'on a sur notre blockchain consomme moins que l'échange d'un email. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on envoie un email pour féliciter la personne qui a eu le NFT? On s'est dit, bah non, parce qu'en fait, ça va plus que doubler l'impact qu'on va faire. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a pris en amont. Et c'est pareil, on a fait aussi le choix de se dire, même si ça ne consomme pas beaucoup, tout notre CO2, il est compensé avec Reforest Action. C'est quelque chose que vous avez pris en compte dès la conception du projet? C'était le premier choix. C'était le premier choix de la blockchain, c'était son impact énergétique et environnemental. Donc on a pris Tezos, qui est une blockchain également utilisée par la gendarmerie nationale, qui est basée en Europe, donc qui a aussi un ancrage fort à la fois fait par des Français et des Suisses. Et donc c'était hyper important. Et le premier choix qu'on a fait de cette techno-là, cette blockchain-là, c'était en effet la partie environnementale.
Pour compléter la réponse à votre question, donc cet impact environnemental, je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui pensent que c'est la première question à se poser. Et puis après, il y a d'autres questions. Et puis en termes de responsabilité, je pense qu'il est important de se poser des questions en termes d'addiction. Les jeux vidéo, c'est un caractère addictif. Les crypto-monnaies, c'est un caractère addictif. Le fait que, comme on l'a dit au début, soit un monde persistant. Donc la question par rapport à un certain nombre de gens, et je pense notamment aux jeunes, aux plus jeunes d'entre nous, c'est de savoir combien de temps on peut passer et comment. Et donc là, je ne parle pas uniquement de commerce, hein, je parle du métavers en général. Combien de temps on va passer dans ces mondes-là, et en combinant ça avec les questions qu'on se pose, même si maintenant on a déjà des réponses sur les impacts du port d'un masque de réalité virtuelle sur un utilisateur ou une utilisatrice, on aboutit à des choses qui sont assez inquiétantes. Si vous lisez les notices des fabricants de masques de réalité virtuelle, alors c'est écrit en tout petit, c'est écrit en anglais, en polonais, tout ce que vous voulez, mais si vous lisez, on vous dit qu'après avoir porté un masque de réalité virtuelle, on vous déconseille fortement d'utiliser votre voiture pendant, alors ça dépend des fabricants, un certain nombre d'heures. Et effectivement, associé à l'utilisation de ce masque-là, on peut avoir des notions pas pour la totalité des personnes, mais pour un nombre non négligeable, de risques de malaise, de mauvaises sensations. Donc il faut savoir ce genre de choses pour y faire attention. Et puis, toujours pour les enfants, le fait d'avoir un objet qui est à quelques centimètres de vos yeux et qui donne l'impression d'être à l'infini, parce que vous avez tout un système optique, on ne va pas détailler, qui vous ramène cette image, a un effet sur le développement du système visuel humain. Et donc, lorsque ce sont des cerveaux qui sont encore malléables, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Donc, quand on entend des ministères, des enseignants dire qu'on va mettre ça sur tous les gamins, la tête des gamins, moi, ça me fait hurler. C'est absolument aberrant. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur ces enjeux-là, il y a quand même toute une compétence qui existe. Il y a des gens qui bossent là-dessus depuis longtemps. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité, etc., a fait un rapport il y a 3 ans maintenant sur les impacts de la réalité virtuelle sur l'utilisateur. Et vous voyez, ce qui va changer, c'est que jusqu'à présent, cette réalité virtuelle est utilisée par des professionnels pour concevoir des chaussures, un avion, etc. Et donc, c'était quelques quarts d'heure, peut-être 1 heure, mais pas plus. Maintenant, si on parle de gens qui vont garder ça plusieurs heures par jour, alors il y aura des impacts sur la physiologie et la relation avec les gens. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en compte. Et les gens qui ne feront pas ce travail-là, on pourra leur reprocher après. En effet, sur la notice des marques Oculus, c'est écrit déconseillé au moins de 13 ans, par exemple. Donc nous, on s'est dit, s'il y a de la VR, c'est forcément à plus de 13 ans, parce qu'on avait pris la recommandation qu'il y avait dans la notice. En effet, c'est quelque chose d'hyper important. Après, il y a le cyberharcèlement aussi, qu'on a entendu pas mal parler avec le cas de Horizon World. Par contre, il y a des parades aussi. Par exemple, dans Horizon World, si vous voulez voir que vos amis, vous pouvez voir que vos amis. Donc, c'est-à-dire que si vous avez peur de la foule ou vous ne voulez pas rencontrer des gens, vous activez le mode en disant « je vois que mes amis, les gens ne me voient pas non plus ». Donc, on se rend compte aussi que les studios prennent aussi en compte cet aspect-là. Après, je rejoins complètement ce qu'a dit Pascal. C'est un outil numérique qui peut être dangereux, comme un téléphone, comme une télé, et qu'il faut l'avoir en tête dès le début quand on l'utilise. C'est hyper important. Et juste pour rajouter 2 mots sur cette notion de harcèlement, concrètement, le harcèlement que vient d'évoquer Valentin, c'est l'expérience d'une jeune femme qui se déambulait dans un monde virtuel et qui d'un seul moment s'est retrouvée environnée par un ensemble d'avatars masculins, peu importe qui était derrière, qui sont bien insultés à quelques centimètres de son visage. Donc imaginez, alors c'est difficile, mais imaginez donc dans cette expérience virtuelle, et rappelez-vous la notion de présence qui fait que notre cerveau y croit vraiment, de quelqu'un qui vient vous hurler dessus à quelques centimètres. Donc c'est ça dont on parlait. Et malheureusement, dans ce monde-là, on ne pourrait pas conseiller à sa fille de mettre une droite à la personne qui vous fait ça, parce qu'on n'a pas les interfaces haptiques qui vont bien. Mais c'est des vrais problèmes. Et la différence par rapport au harcèlement, par exemple sur les réseaux sociaux, c'est le côté immédiat. Sur le réseau social, vous voyez ce qu'on a écrit sur vous avec un retard, vous pouvez déconnecter. Là, vous êtes dans l'immédiateté, dans ce qu'on appelle le temps réel. Et en temps réel, il y a quelqu'un qui vous insulte, donc qui vous harcèle, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est inhérent au métavers. Ce que je veux dire, c'est que si on oublie de se poser ces questions en amont, alors on est sûr de se planter. Donc il faut travailler, et là-dessus, les chercheurs ont un boulot énorme à faire. Il y a des équipes entières qui travaillent sur tous ces sujets-là pour essayer de proposer des solutions.
Mais en effet, c'est pas propre au métavers. Parce que les gens qui jouent aux jeux vidéo, si je prends par exemple le cas de Half-Life qui date des années 2000, c'était déjà le cas. La seule différence, c'est qu'on peut penser que le métavers, s'il se développe un jour, ça sera un démultiplicateur en termes de nombre d'utilisateurs, donc en nombre de problèmes. Mais j'ai bien dit tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas un discours en disant c'est l'enfer ou c'est le paradis, c'est ce qu'on voudra et ce qu'on fera que ce soit. Exactement. Et c'était aussi ce que j'avais aussi en message à la fin aussi. C'est comme Internet. Est-ce qu'on peut dire qu'Internet c'est bien ou mal? Ça dépend du point de vue, ça dépend de ce qu'on en fait. Le métavers, c'est pareil, ça va dépendre de ce qu'on va en faire et ce qu'on veut en faire. Ce sera le mot de la fin. On arrive au bout du temps qui nous était imparti. Merci beaucoup à tous les deux. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur le métavers, beaucoup de questions auxquelles on n'a pas forcément répondu. Je ne doute pas que les conversations se poursuivront. Elles vont se poursuivre, mais encore une fois, merci beaucoup à vous deux, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je me sens un peu moins bête par rapport au sujet qu'avant leur intervention. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas, juste je connaissais le mot comme beaucoup de personnes ici dans la salle, mais là j'ai l'impression d'être un peu plus éclairé. Et j'ai trouvé très très bien les grands éclairages que vous nous avez donnés. Effectivement, là on parle d'un progrès technologique de logiciel, mais en fait c'est comme tous les progrès, c'est qu'est-ce qu'on en fera. C'est pas la chose en soi n'est pas dangereuse, c'est l'usage qu'en fera l'homme. Qui est la vraie question qu'il faut qu'on se pose tous. Mais ce que je trouve très bien, c'est que vous m'avez fait comprendre ce que c'était que le métavers en partant des jeux vidéo, du sport, après de la formation, qui est un sujet qui me passionne, le recrutement, le profilage. Donc grâce à ces exemples, qui étaient, je trouve, très pertinents, j'ai compris de ce dont on parlait quand on parle du métavers. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que effectivement, vous avez bien parlé des dangers et des choses auxquelles il faut faire attention quand on va vers ça. Mais on n'a pas le choix, on ira. Je ne vois pas une entreprise rester au bord du chemin par rapport à des progrès technologiques. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais c'est qu'est-ce qu'elle veut. D'abord, la première question que vous avez éclairée, et bravo, c'est on décide d'aller vers cette techno. Pourquoi on veut aller vers ça? Pas parce que c'est la mode, pas parce que quelqu'un en a fait la une des journaux. C'est parce que l'entreprise doit avoir un projet par rapport à cette évolution. Et j'ai bien aimé aussi ce que vous avez dit sur le risque environnemental, sur le risque d'addiction. Surtout, vous nous avez bien éclairé à la réflexion. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça peut servir et à quoi il faut faire attention. Un grand merci à vous deux. Moi, je trouve que votre intervention nous a beaucoup permis de comprendre ce que c'était que ce monde.